Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur, qui sera consacrée ce soir au discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. En fait, on se rappelle que le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présenté jeudi au siège de l'Assemblée nationale le bilan de son gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022. Dans cette émission, nous reviendrons sur les réalisations du gouvernement et sur ses projets d'avenir. Nous évoquerons notamment la question du décollage économique et celle des infrastructures. Pour débattre de ce sujet, je reçois donc, chers téléspectateurs, M. Khan Brahim, chargé de mission au Premier ministère. Je reçois également M. Mohamed Emin Hamadi, qui est conseiller des affaires économiques au Premier ministère, M. Khalilou Dede, qui est député Union des forces du progrès, et M. Omar Abdoulaye Sow, député Union pour la République. Bonsoir et bienvenue, mes chers téléspectateurs. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons suivre ensemble ce résumé de l'un de mes collègues qui s'appelle Bokar Bailaba. Le discours bilan présenté par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, devant le Parlement, contient les grandes lignes des réalisations de l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. Ainsi, il a indiqué que l'État a mis en place un ensemble de paquets de programmes qui se déclinent en la distribution d'aides alimentaires et de soutien en espèces à plus de 200 000 familles avec un montant dépassant 1 milliard de guillas. Financement de 119 petits projets au profit des groupes vulnérables dans les 11 wilayas pour un montant d'environ 42 millions de guillas, construction de barrages agricoles dans 8 wilayas et lancement d'un programme d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités. Dans ce discours bilan, le Premier ministre a indiqué que l'État s'est attelé à fournir des denrées alimentaires de base tout au long du mois du Ramadan dans tous les chefs-lieux des wilayas. Le discours bilan mentionne aussi le soutien aux familles touchées par les inondations de l'année écoulée et l'ouverture de 350 centres de nutrition pour les enfants. À cela s'ajoute la mise en œuvre d'un programme de soutien à l'élevage, la disponibilisation de 80 000 tonnes de fourrage et 47 000 tonnes d'engrais au profit des agriculteurs. Dans le domaine de la santé, le discours bilan présenté par le Premier ministre devant le Parlement fait état de plusieurs réalisations. Fourniture d'une assurance maladie universelle à 100 000 familles nécessiteuses, mobilisation de plus d'une cinquantaine de médecins généralistes, spécialistes et techniciens en réanimation, révision de 17 programmes de formation dans diverses spécialités dans toutes les écoles de santé, amélioration des conditions de vie des personnels de santé et installation de 22 ambulances sur différents axes routiers pour prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation. À cela s'ajoute la fourniture de vaccins anti-Covid-19 au profit des citoyens de différents groupes d'âge. L'État a également pris en charge le traitement de plus de 4 000 patients, notamment les insuffisants rénaux et 80 patients évacués à l'étranger. Dans le domaine judiciaire, le discours bilan indique que le gouvernement s'est employé à la mise en œuvre d'un programme intégré et cela aboutit à des réformes fondamentales touchant les différents domaines de la justice, notamment pour les groupes vulnérables. Des efforts ont été également consentis pour fournir une aide juridique aux enfants en conflit avec la loi. L'autosuffisance alimentaire a constitué un pari stratégique pour le gouvernement, à la lumière de la situation internationale marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, et cela a obligé le gouvernement à travailler avec diligence sur un programme qui offre aux citoyens l'autosuffisance alimentaire qui se résume ainsi: couverture des besoins nationaux en ressources agricoles, adoption d'une approche de développement basée sur l'amélioration de la production, la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité, le renforcement des systèmes d'irrigation dans les zones agricoles, l'amélioration de la régulation des marchés pour assurer la libre concurrence et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. À cet égard, le gouvernement a pris plusieurs mesures: ajustement des prix des denrées alimentaires de base, activation des comités de surveillance du marché et création d'une centrale d'achat et d'approvisionnement. Les réformes sur lesquelles le gouvernement s'est attelé au cours de l'année écoulée ont également touché les domaines de la défense et de la sécurité, avec le renforcement de la formation opérationnelle. L'action du gouvernement s'est également concentrée sur la lutte contre l'injustice et la marginalisation et s'emploie à aider les groupes les plus démunis, les personnes ayant des besoins spécifiques et les personnes atteintes de maladies chroniques. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et la protection des enfants,
L'État a mis en œuvre des plateformes multisectorielles pour lutter contre la violence sur les femmes et filles, création d'un observatoire national des droits des femmes et des filles et lancement d'une campagne nationale de promotion de la participation des femmes aux métiers de la sécurité, de la défense et de la justice. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs réformes ont été engagées au cours de l'année écoulée et d'autres sont en cours pour cette année. Cela se déclinera par la construction des écoles, la formation du personnel éducatif, l'amélioration des programmes et conditions de vie des enseignants et professeurs. S'agissant de la fonction publique, le discours bilan du Premier ministre mentionne les réformes menées pour activer le cadre légal de la gestion des ressources humaines, notamment la formation pour la police de l'environnement. Dans le domaine de la lutte contre le chômage et de la garantie de l'emploi, le gouvernement s'est efforcé à bâtir une économie forte tirée par les secteurs des mines, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce, du tourisme et de l'artisanat. Une série de projets couvrant divers domaines sociaux, économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires sont également inclus dans le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives de 2022. Monsieur Khan, que vous inspire le discours du Premier ministre? Bien, je vous remercie. Je salue tout d'abord mes collègues et camarades et les honorables députés qui participent avec nous à cette émission. Et je remercie bien sûr la TV Mauritania pour nous avoir donné l'occasion donc de discuter de ce discours. Ce discours a été prononcé par le Premier ministre, comme vous l'avez dit, jeudi dernier, et il a fait l'objet d'un débat de questions-réponses samedi à l'Assemblée nationale. C'est un exercice un peu, alhamdoulilah, auquel nous sommes devenus familiers, nous Mauritaniens, parce qu'il s'agit d'un exercice démocratique qui s'est quand même répété, machallah, plusieurs fois. Il s'agit pour le Premier ministre de présenter le bilan de l'action de son gouvernement au titre de l'année qui s'achève et de présenter le programme d'action pour l'année qui s'ouvre. Bien entendu, ces deux aspects du discours s'articulent tous et viennent tous en application du programme du président de la République, programme qui a reçu l'assentiment de la majorité de la population mauritanienne. Il s'agit donc pour le gouvernement de le décliner en programme annuel et de rendre compte régulièrement de ce qu'il a fait, de justifier les choix qu'il a fait, de présenter les réalisations et bien entendu de proposer aussi de présenter à l'Assemblée nationale et par-delà à l'Assemblée, à la population mauritanienne, les différentes actions qui vont être menées au cours de l'année 2022, Inch'Allah. Alors, tout le monde le sait, cette année 2020, comme l'année qui l'a précédée, a été fortement impactée par la Covid. Outre les aspects strictement médicaux, et là on s'incline bien sûr tous devant la mémoire de nos compatriotes décédés et on souhaite aux personnes qui sont encore malades de recouvrer leur santé. Au-delà donc de ces aspects strictement médicaux, la Covid a eu, à mon avis, deux impacts importants. Un, sur le plan de l'approvisionnement en général de différentes denrées, aussi bien médicales que denrées de première nécessité. Et deuxièmement, un renchérissement des coûts des différents produits. Puisque les circuits d'approvisionnement sont perturbés, il y a eu une élévation des prix dans le monde entier sur pratiquement tous les produits, aussi bien les hydrocarbures, les produits d'énergie, que sur les produits de première nécessité alimentaire. Le gouvernement a pris des mesures assez importantes et qui, de mon point de vue, ont été d'abord judicieuses, fort à propos et qui ont permis de juguler les différentes situations, en tout cas de maîtriser les différentes situations qui se présentaient. L'occasion donc pour M. Hamadi, M. le conseiller, de nous donner son avis sur l'aspect économique du discours du Premier ministre. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, comme vous venez de le souligner, ce discours du Premier ministre est un exercice habituel, je dirais même constitutionnel, au cours duquel donc, le Premier ministre présente le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année qui se présente. Sur le plan économique, plus spécifiquement,
je pense que le bilan qui a été présenté de l'année 2020 est un bilan très positif et très riche en réalisation, malgré l'environnement particulièrement perturbé dans lequel cela a pu se faire. Brahim a parlé des conséquences du Covid sur l'économie mondiale, mais aussi sur la nôtre. Notre économie a été fortement impactée par le Covid, même si, grâce à la précocité et à la qualité de notre plan de relance, le PROPEP, qui a été mis en œuvre par le gouvernement dès les premiers mois de la crise, l'impact de cette crise sur notre économie a été plutôt limité. Par exemple, notre croissance, dont la contraction en 2020 était attendue à près de 6%, c'est finalement limité à 1,8%. Cela n'est pas mal. Et cela veut dire que notre économie a finalement commencé à reprendre le chemin de la croissance bien plus tôt qu'on s'y attendait. Cela, naturellement, n'est pas le fait du hasard. Cela est une conséquence directe donc de la qualité de notre plan de relance, de la réactivité des actions du gouvernement et de l'ampleur de ce plan et surtout de la largeur de son spectre parce qu'il a touché pratiquement tous les domaines de l'économie, en particulier l'économie productive, l'économie informelle qui a été fortement impactés, mais aussi tous les autres secteurs qui l'ont été, tels que le tourisme, l'enseignement, particulier l'enseignement privé, les secteurs informels, dont le poids dans notre économie est particulièrement élevé et important. Donc, ce plan de relance, vous savez, nous avons mis en place ce plan, le PROPEP, programme élargi du président de la République, qui est un plan particulièrement ambitieux. Il pèse pas moins de 8% de notre PIB ont été consacrés à ce plan, près de 250 milliards d'ouguilles. Aujourd'hui, sa mise en œuvre a commencé et aujourd'hui, il se déroule plutôt bien. Il est aujourd'hui à peu près autour de 40% d'exécution, ce qui n'est pas mal, pratiquement à mi-chemin, à mi-parcours. Les retombées de ce plan se font déjà ressentir et ils ont commencé déjà à se faire sentir dès la fin 2020. Cela continue, cela s'est confirmé et s'est vu sur les résultats donc, et le bilan de l'année 2021 et cela se fera encore plus sentir en 2020. Vous venez de citer les principales perspectives de l'année 2020 où nous attendons une accélération de la croissance, un élargissement des domaines qui seront concernés par cette croissance et de ces sources, en particulier les nouvelles priorités que les autorités publiques ont donné à notre développement économique. Vous savez, la crise du Covid a imposer une nouvelle donne à tout le monde et à nous en particulier. Et nous en avons tiré les leçons de réorienter nos priorités économiques, en particulier vers l'accélération de l'autosuffisance alimentaire, vers l'appui plus grand et plus concentré à nos secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, cela pour accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et pour encore améliorer notre souveraineté alimentaire, ce nouveau concept né de cette crise quand on croyait que l'interdépendance entre l'économie pouvait suffire. Aujourd'hui, on voit que cela n'est pas le cas. Nous devons produire plus, suffisamment pour nous nourrir et même pour exporter s'il le faut et nous commençons à en prendre le chemin. Aujourd'hui, 5 à 8 produits fondamentaux sont la priorité. Leur production est une priorité du gouvernement. Les principaux produits denrées de première nécessité du consommateur mauritanien, le riz, le blé, les viandes rouges et blanches, le poisson, le lait, et ainsi de suite. Voici donc les principales conclusions. Bilan de cette... sur les chiffres proprement dit, vous avez sûrement entendu les chiffres présentés par M. le Premier ministre jeudi. Malgré cette crise, les principaux indicateurs de notre économie sont aujourd'hui pratiquement tous au vert. Et tout a augmenté. Vous avez vu, le budget général de l'État a augmenté de plus de 48% entre 2019 et 2022. C'est assez... On y viendra. Donc, j'en resterai là en attendant des questions plus détaillées, si vous le voulez bien. Je peux avoir votre avis sur le discours du Premier ministre? Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabil karim. Je vous remercie de me permettre de me prononcer sur cet important événement, qui est un événement constitutionnel.
Les députés attendaient beaucoup cet événement parce que l'événement survient après 2 ans de Covid. Et la situation au niveau de l'économie mondiale est totalement bouleversée. Le système de transport était complètement aussi bouleversé parce qu'il y a eu une augmentation du système de transport, il y a eu la fermeture des frontières. Donc les députés attendaient beaucoup de ce rapport. Nous attendions surtout des chiffres concrets et le Premier ministre nous en a fourni. Nous en a fourni énormément de chiffres concrets. Monsieur le conseiller vient d'en parler sur l'augmentation du PIB qu'on pensait être atteint. Et l'ensemble des mesures prises par le chef de l'État qui d'abord a apaisé la situation politique par ses prises de position, par son ouverture à l'opposition, donc son ouverture, disons, le dialogue qu'il veut faire, la concertation, par un ensemble de mesures, par aussi sa prise de position sur la justice, sur l'unité nationale. Donc la situation est complètement apaisée, ça permet à l'économie elle-même d'être dans son élément. Donc nous attendions beaucoup ce discours-là pour avoir les résultats, et les résultats sont extrêmement satisfaisants. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui a été, c'est un bilan. Avant, quelquefois, on nous amenait seulement de la littérature. Cette fois-ci, nous avons des chiffres. Et on peut discuter sur les chiffres. C'est extrêmement important. Khalidou, votre avis? D'abord, j'ai 2 observations. La première, c'est que le compte-rendu de votre collègue, eh bien, je trouve qu'il est fidèle. 2e observation, j'aimerais que mes concitoyens qui défendent un peu la politique du pouvoir, et c'est leur rôle, de relativiser un peu leur triomphalisme. Je dis que le bilan du gouvernement au cours de cette année qui vient de s'écouler a montré qu'il y a eu des avancées, certainement. Et il y a eu des chiffres qui ont été avancés, notamment sur le plan social. Mais le problème, c'est que si on contextualise ces réalisations, on est dans une sorte de déception par rapport aux attentes. Les attentes ne sont pas exaucées. Le contexte, il est vrai qu'il est difficile, parce que ce gouvernement a hérité d'une situation compliquée en 2019. Un pays pratiquement par terre. Et il y a eu le Covid, j'en conviens, qui a créé une situation très difficile au niveau même international. Mais le pouvoir lui-même, qui est arrivé en 2019, a suscité un espoir très grand au niveau des populations, au niveau des élites, qu'il va faire une sorte de rupture avec ce qui existait avant lui et qu'il va aussi engager une politique vigoureuse qui va répondre aux attentes des populations et des élites. Ce qui ne ressort pas fondamentalement du bilan fait. Et les perspectives aussi restent un peu, de notre point de vue, au niveau de l'opposition démocratique, insuffisantes. Par exemple, le bilan parle du pouvoir d'achat des populations. Il est vrai qu'il y a eu certaines améliorations, on l'a dit. Certains fonctionnaires ont vu leur salaire augmenter. Mais qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à l'ensemble? Qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la classe moyenne dans tous les secteurs de l'État? Qu'est-ce qu'ils représentent par rapport aux populations dans le monde rural, dans les quartiers pauvres, au niveau de toutes les villes de Nouakchott? Ça, c'est un problème parce que pour le moment, compte tenu de l'inflation et de l'augmentation des prix, compte tenu du gel des salaires, compte tenu de la crise du monde rural, compte tenu des difficultés économiques, nous remarquons que les populations ont un pouvoir d'achat très faible. Et jusqu'à présent, il y a des populations qui ont même des problèmes pour manger, problèmes même quotidiens. Il y a des populations aujourd'hui qui mangent un seul repas par jour. Donc le problème du pouvoir d'achat reste posé. Je crois que les mesures qui ont été apportées ne sont pas suffisantes. En tout cas, l'impact au niveau du quotidien des populations, on ne le voit pas. Deuxièmement, il parle aussi de la sécurité alimentaire. C'est bien, c'est un slogan attractif et très intéressant.
Mais il faut remarquer qu'il y a une sorte d'immobilisme ou de lenteur dans la mise en œuvre de ce slogan. Et là, je ne prends que 2 exemples. Je prends l'exemple de l'agriculture. Il convient avec nous que le décollage de la Mauritanie doit s'appuyer sur cette agriculture. Mais on ne voit pas, les intentions qui sont affichées ne sont pas traduites sur le terrain. Combien d'hectares ont été mis en valeur l'année qui vient de se passer? Est-ce qu'on a impulsé une véritable politique qui va nous amener à produire ce qu'on mange? On ne le voit pas. Donc, jusqu'à présent, on ne sort pas de l'ancien système, de la gabégie qui a fait de l'agriculture. L'agriculture n'existe pratiquement pas. Je me rappelle des années où les fonds qui étaient destinés à l'agriculture au niveau de l'IBD ont été dilapidés, les crédits agricoles qui ont été dilapidés, et les ressources que nous avons au niveau du fleuve Sénégal, l'eau, la terre, ne sont pas valorisées jusqu'à présent. Donc là, il y a un véritable problème de mise en œuvre, la lenteur de mise en œuvre de ce slogan. Ça, c'est un problème. Nous restons pratiquement au même stade. Ils ont parlé, par exemple, de la sécurité des citoyens dans le bilan. C'est vrai qu'il y a eu des efforts importants. Nous les reconnaissons contre la délinquance, contre, par exemple, la criminalité au niveau des centres urbains. Mais le problème de fond reste posé, la drogue. Il n'y a pas une politique énergique, vigoureuse, suivie, continue pour extirper de notre pays ce cancer qui est là, qui est la drogue. Ce n'est pas facile, mais il est temps d'avancer vers cette politique énergique qui n'existe pas jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, dans les quartiers populaires notamment, qui vivent dans l'obscurité parfois, il y a des crimes qui continuent et qui sont atroces. Ils ont parlé, par exemple, des finances publiques. Monsieur le député, vous ne voulez pas laisser oui, quelques questions pour plus je tard. me résume de toutes les façons. Au niveau de la bonne gestion, il y a encore des problèmes. Les finances publiques ont besoin d'être assainies et la lutte contre le détournement des deniers publics, suite au rapport que les députés ont fait, pour le moment, il y a une sorte de... On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est une politique réelle? Il y a des problèmes qui se posent ici. Donc, en conclusion, oui, il y a des réalisations, mais c'est loin de répondre aux attentes d'un pays qui veut rompre avec un passé catastrophique et qui veut satisfaire l'essentiel des populations. L'occasion, je crois que Khalilou, le député, a posé un certain nombre de questions. Il ne m'a même pas laissé, moi, l'occasion de les poser. Il les a posées lui-même. C'est l'occasion pour vous d'y répondre. Non, c'est bien. Je pense que je vais commencer là où il a terminé. Je laisserai mon collègue Mohamed Lemine répondre sur les aspects de chiffres sur le secteur productif et autres. Je pense que par rapport à la lutte contre la gabegie et la gestion des finances publiques, je pense que d'abord je dirais que pour répondre à l'honorable, que effectivement les actions qui sont menées sont importantes, même si lui il considère qu'elles ne sont pas suffisantes, mais je vais vous dire que le gouvernement lui-même a des ambitions bien plus grandes que ça pour la Mauritanie. Et son objectif est de réaliser bien plus que ça. Et dans les années qui viennent, cela va se concrétiser. Il faut bien comprendre que, comme vous avez dit, le gouvernement est arrivé dans une situation difficile. D'abord en rapport avec la gestion précédente. Ensuite, immédiatement, a dû faire face à une pandémie mondiale. Je rappelle à tout le monde qu'il nous est arrivé de ne pas sortir de nos maisons. Donc, on ne parle pas d'activité ni de productivité, secteur productif, ni de confinement total, des couvre-feux. Et ce n'est pas seulement la Mauritanie, c'est le monde entier. Personne ne pouvait se déplacer d'un pays à l'autre. C'est dire qu'on a quand même vécu une situation catastrophique. Et malheureusement, elle perdure encore, même si aujourd'hui la situation est bien meilleure que ce qu'il y avait. Et on espère que la pandémie va aller en reculant. Les actions, donc, par rapport à la lutte contre la corruption et la gabegie, le discours du président de la République le 28 novembre a insisté sur ce point. Et des actions concrètes ont immédiatement été prises. La première des choses, l'inspection générale d'État a été élevée à la présidence de la République pour lui donner encore plus d'autorité et accroître son pouvoir d'action.
et immédiatement des missions ont été dépêchées dans beaucoup d'administrations et d'entreprises publiques. C'est-à-dire que ce n'est plus un slogan qui va être lancé comme ça à la consommation de la population. Nous avons des ressources limitées. Il est du devoir, et c'est la volonté du gouvernement, du président de la République, de les utiliser judicieusement pour les mettre à la disposition des populations. Vous avez dit que beaucoup de choses n'ont pas été faites, que le programme est en deçà des ambitions ou en tout cas des attentes des populations. Bien entendu que l'ambition elle est toujours plus grande que la réalisation. Mais ce qui a été fait, dans le contexte où cela a été fait, vous le savez aussi bien que moi, c'est une gageure. Personne ne s'attendait à avoir des résultats pareils. L'accent a été mis sur, vous avez dit, sur le pouvoir d'achat. Il y a eu des actions faites en faveur des populations les plus démunies, des distributions de cash transfert à travers les secteurs en gestion de l'aspect social, c'est-à-dire le MASEF, la délégation générale de Azur, le CSA, ont distribué des quantités massives de produits, ont distribué des milliards d'ouguiyas directement aux populations les plus pauvres sur la base d'un registre social qui est établi, qui est disponible, qui peut être vérifié. Les actions qui ont visé les pauvres ne sont pas cantonnées à cela. Il y a eu des programmes en termes d'électrification, en termes d'adduction d'eau potable, en termes de construction de logements ou de distribution de terrains, de réaménagement de populations qui étaient dans des zones vulnérables. Il y a eu des actions considérables qui ont été faites. Malheureusement, bien entendu, et d'ailleurs l'objectif de ce discours et son impression et sa distribution est de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir lire et de voir les chiffres qui sont dedans. Ils ne sont pas faux. C'est des choses qui sont vérifiables et les députés, qui plus est, ont la possibilité de se rendre sur le terrain et de savoir si ces réalisations inscrites ici ont bien été faites. Par ailleurs, les programmes, si vous avez vu le programme de l'année qui vient, Inch'Allah, vous savez qu'il y a aussi autant de choses qui ont été programmées, qui vont être faites dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électrification. Tout ça a été fait avec les moyens modestes que nous avons, sans tenir compte de la situation de les bailleurs de fonds auxquels les gens s'adressaient d'ailleurs pour présenter leurs problèmes avaient leur propre situation qui ne leur permettait plus d'intervenir dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ça, c'est un fait qui ne peut pas être nié. Je vais laisser Mohamed Lemine vous donner les chiffres. Vous avez parlé des périmètres agricoles qui ont été... L'honorable député attend des chiffres. Alors, oui. Est-ce que je peux... Allez. Pour continuer effectivement sur là où vous êtes arrêté, qu'Ibrahim a continué, en matière de lutte contre la corruption, Brahim a cité quelques éléments. Je peux compléter en citant la révision en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La révision déjà entamée, la loi a été promulguée le mois dernier, le nouveau code des marchés publics. Cela a été fait directement en réponse aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire qui avait émis ces recommandations-là. L'activation et le renforcement du dispositif national de prévention et de lutte contre la corruption à travers ces différentes formes qui vient d'être renforcée, améliorée. Et vous avez sans doute encore à l'esprit les discours sans équivoque du président de la République à l'occasion du 28 novembre, où il a dit que cette lutte sera renforcée, élargie et qu'elle concernera toutes les institutions publiques et que le gouvernement se penchera sur les rapports chaque fois que de besoin qui résulteront de ces enquêtes. Ça, c'est un côté. Pour ce qui est des mesures sociales qui ont le plan de protection sociale massif qui a accompagné la crise, ce que je veux dire, c'est qu'il a été effectivement massif, très diversifié et très large. Vous avez parlé de fermeture, mais pendant ces fermetures, Brahim, tout le monde se souvient que quand il y avait le couvre-feu total, toutes les familles
nécessiteuse des convois de véhicules publics, en l'occurrence militaires, s'arrêter nuitamment devant chacun de ces foyers pour déposer les rations des familles en question, que le couvre-feu et la fermeture empêchaient de pouvoir aller travailler pour gagner leur propre gagne-pain. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. L'ampleur du plan de protection sociale qui a été mis en œuvre, les transferts de cash direct, ça a été 14 milliards de billets en ces 2 années. Les distributions gratuites de vivres, n'en parlons même pas. Les distributions de kits alimentaires à Nouakchott, les distributions de crédits en milieu rural, programme de microfinance en milieu rural, les distributions de poissons, aussi bien dans sa première version que dans la version nouvelle, et le poisson de qualité à travers le programme SEMEC Mauritania, par exemple. La prise en charge des abonnements sociaux d'électricité, de l'eau en milieu rural. Il y a eu véritablement toute une batterie de programmes sociaux qui ont été mis en œuvre. On n'a pas cité le programme Temouine, dont les boutiques ont été, leur approvisionnement a été augmenté et régularisé pendant toute cette période. Donc il y a là un programme de riposte qui a été mis en œuvre et qui a permis effectivement, cela n'a peut-être l'air de rien, mais aujourd'hui, essayer d'imaginer ce qu'aurait été la situation si ce programme d'une telle largeur, d'une telle diversité n'a pas été mis en œuvre. Et il a permis d'avoir ces résultats. Il est sûr que, ce que je disais tout à l'heure, que par exemple notre économie, c'est probablement à cause de cette approche d'appui à la demande qui a été faite à travers la diversification des programmes sociaux et de l'approche sociale, de protection sociale qui a permis probablement d'avoir les résultats que nous avons. Je n'ai pas parlé de la croissance en 2021 qui est attendue au-dessus de 3%. En 2022, elle sera de l'ordre de 5,6%. Vous voyez donc que nous continuons sur une pente ascendante et de plus en plus accélérée. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Et tout cela, surtout, de tels résultats, toutes proportions gardées, n'ont pas été obtenus dans tous les pays qui ont connu. On n'a même pas parlé de la prise en charge médicale, avant de la prise en charge sociale de la crise. La prise en charge médicale, notre pays aujourd'hui est l'un des pays les mieux vaccinés de la sous-région. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui et les efforts continuent. Là aussi, ça a nécessité des financements, ça a nécessité des efforts, ça a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts au gouvernement. Et vous vous souvenez de l'utilisation et du financement du fonds de lutte contre le Covid. Près de 50 milliards de billets qui ont été mobilisés, qui ont été dépensés et qui font l'objet de programmes publiés régulièrement de façon transparente par une instance où toutes les parties prenantes sont représentées. Donc le gouvernement a fait beaucoup de choses. Spécifiquement à la sécurité alimentaire, je ne pense pas, monsieur le député, que cela soit un slogan, mais plutôt une conviction et une réalité. Mais il est vrai que la sécurité alimentaire ne se décrète pas et ce n'est pas des résultats qu'on peut obtenir d'une année à l'autre. Il faut un travail de longue haleine, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de mise à niveau de notre appareil productif, de notre monde rural qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours reçu les soutiens nécessaires de l'État. Rappelez-vous, en 2020, avec la sécheresse, le gouvernement a mis en place un programme pastoral spécial, 11 milliards de billets, qui a permis de sauver notre cheptel et de lui faire traverser la période de soudure pratiquement sans perte. Souvenez-vous, les inondations Traza, la même année, à l'automne de la même année, le gouvernement a répondu présent et les paysans qui ont vu les récoltes, juste au moment où ils allaient les récolter, balayés par les inondations, ont été indemnisés par l'État. Cette année déjà, un plan d'appui au cheptel est déjà prêt pour être mis en œuvre et attend que le feu vert du gouvernement pour le mettre en œuvre dès que les conditions le nécessitent. Il est prêt. Donc le monde rural, c'est vrai, il est en crise. Notre pays, en plus de la crise Covid, fait face à des crises cycliques et habituelles dues à son positionnement, au changement climatique, à notre écosystème. Nous avons un monde rural fragile, c'est vrai, mais qui a toujours reçu l'attention du gouvernement, qui continue à la recevoir. Pour ce qui est de la production agricole, le gouvernement a entamé des stratégies innovantes. Par exemple, sur le riz, le riguet, il n'y a pas beaucoup de problèmes aujourd'hui, même s'il y en a. Nous produisons déjà presque 80% de notre consommation. Par contre, sur les céréales traditionnelles, sur les pluviales, il y a des difficultés qui sont dues à la nature même de notre outil productif et de nos modes de production ancestraux.
là, le gouvernement a entamé des réformes visant à Moderniser. révolutionner en commençant à introduire de nouvelles approches plus productives qui permettront peut-être assez vite d'atteindre l'autosuffisance en céréales traditionnelles, parce que c'est là un élément important pour justement l'autosuffisance alimentaire en milieu rural. Pour les dates, c'est pareil. Pour le maraîchage, un programme ambitieux est en cours. Et vous vous souvenez que jusqu'ici, quand les frontières étaient fermées, tout s'arrêtait à Nouakchott et ailleurs. Ben, nous ne voulons plus que cela se reproduise. Et les financements, les investissements nécessaires ont été consentis. Les départements sectoriels concernés ont été instruits pour mettre en œuvre des programmes de production de production nationale et d'autosuffisance, d'atteinte rapide de l'autosuffisance. Ce ne sera peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais ça viendra et ça viendra rapidement et c'est en train d'être préparé par des approches rationnelles, progressives et méthodiques. Voilà ce que fait le gouvernement. On va demander au député Sow d'intervenir et après vous... Merci. Je remercie mon collègue l'honorable Khalil d'avoir reconnu qu'il y a eu des progrès. C'est rare donc, que l'opposition reconnaisse quand même qu'il y a des progrès. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait un pas. Nous sommes dans un environnement extrêmement difficile. Nos pays, leurs ressources sont limitées et nous n'avons pas une très grande expérience en matière technique et d'innovation. Mais je sais que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites et les approches aussi ont été changées. Parce que sur le domaine de l'agriculture, on sait que le financement, on finançait beaucoup l'agriculture, mais il n'y avait pas de résultats. Actuellement, l'approche qui a été faite est une approche qui permet maintenant d'avoir certains résultats. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dans le rapport sur les hectares qui ont été mis en œuvre et ceux qui vont être mis en œuvre. Mais moi, je parlerai un peu des finances publiques. Je parlerai des finances publiques en ce sens que M. le député reconnaîtra avec moi qu'il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus. Et actuellement, avec la mise en œuvre de la LOLF, on sait que les documents qui sont présentés à l'Assemblée nationale sont beaucoup améliorés. Il y a eu une très grande lisibilité et qu'on va aller dans les budgets programmes et qu'on sait déjà que même les ministres qui viennent chez nous, ce qu'ils nous produisent comme programme et comme acquis, on n'avait pas ça avant. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Et le budget, comme l'a dit le conseiller tout à l'heure, a beaucoup progressé. Il était de 54 milliards en 2019, maintenant il est à 88,5 milliards. Et les allocations budgétaires se font par programme et ne se font pas tout simplement au pif. Donc il y a eu beaucoup de choses et que le Parlement peut pleinement faire des vérifications, demander des comptes rendus, demander des actions qui ont été faites. Donc il y a quand même cette amélioration a été reconnue cette année par la Commission des finances, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur ça, sur ce que nous présente l'État. Donc c'est une avancée considérable et je remercie aussi le député d'avoir reconnu qu'il y a eu des avancées. Mais nous sommes comme ça, on n'avance pas à pas, mais on avance sûrement. Et il y a la volonté politique sur le plan de lutter contre la gabegie, il y a déjà la volonté politique. Le président de la République prend ça en charge. Donc il prend ça en charge. Donc le Parlement aussi doit prendre sa responsabilité là-dessus. Donc ça sera une chose qui va être partagée entre le gouvernement et le Parlement pour faire ces contrôles nécessaires et éviter la gabegie. Monsieur le député, je pense que mes concitoyens ont rappelé un peu les discours du président de la République. Il est vrai qu'il a fait des sorties qui, de notre point de vue, au niveau de l'opposition démocratique, vont dans le bon sens. D'afficher la volonté de lutter contre la mauvaise gestion, d'afficher la volonté de lutter contre l'état social. Mais le problème, c'est que nous voulons des discours qu'on traduit dans les faits. Ça ne doit pas s'arrêter à des discours. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons à ce que ça soit traduit dans la vie quotidienne, les services publics, toutes les actions publiques et les rapports de l'État avec la population, nous voulons voir se traduire le contenu de ce discours. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez évoqué, effectivement, des actions qui ont été faites au niveau de l'État pour les populations. On n'en disconvient pas. Vous avez la couverture sanitaire, les cash, les transferts. Ça, c'est réel. Mais le problème, c'est que nous, en tant que politique, ce qui nous intéresse, c'est l'impact de cette politique sur la vie des populations.
les populations, jusqu'à présent, dans leur majorité, pensent que c'est du saupoudrage. Ça existe, ça touche une partie de la population. Je n'ai pas les chiffres. Mais, en tout cas, l'essentiel des populations, au niveau des couches populaires et des couches moyennes, ne voit pas l'impact de cette politique améliorer leur quotidien. C'est ça le problème. Vous avez parlé, par exemple, du confinement. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu un confinement difficile. Et nous reconnaissons que vous avez fait face, pendant cette période, de façon énergique à la pandémie. Et d'ailleurs, ce confinement a eu des conséquences dramatiques au plan social, vous dites déjà. Mais ça n'a pas continué. En 2021, il n'y a pas eu ce confinement. Et le problème, c'est que nous attendons de vous, c'est le changement. Il y a un changement fondamental. La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, j'en conviens, c'est un processus. Mais il faut que ça commence. Le problème, c'est qu'on ne voit pas où ça commence. Nous avons, par exemple, je l'ai dit, l'une de nos ressources les plus importantes, c'est la vallée. Aujourd'hui, on ne voit pas les prémices de ce changement qui va conduire dans 2 ans ou 3 ans à un débit de sécurité alimentaire. Le problème de la propriété foncière n'est pas réglé. Et j'en conviens, les indicateurs sont là, les conflits qui continuent. Les paysans se plaignent. Les problèmes des engrais ne sont pas réglés. Les terres qui sont mises en valeur n'ont pas augmenté. Donc il y a des problèmes. Même la production du riz, est-ce qu'elle a permis, parce que c'est une production locale, elle devait permettre aux populations d'accéder financièrement à ce riz, alors que les gens pensent que le prix est encore très élevé. Et on produit, mais les populations n'ont pas cette accessibilité financière à cette production. Donc le problème, si on prend cet exemple, n'avance pas. Si on prend l'exemple des oasis, aujourd'hui les oasis se meurent. On ne voit pas le débit de cette politique qui va conduire à cette sécurité alimentaire. Si on voit la pêche, qui est un secteur important, parce qu'il a un lien quotidien avec la vie des populations, on ne voit pas aujourd'hui cette population profiter. C'est vrai qu'il y a eu des boutiques ou une distribution de poissons, mais qu'est-ce que ça représente statistiquement et quantitativement sur la vie globale des populations? Les gens pensent que c'est vraiment une mesurette, c'est insignifiant. Et c'est fait dans des conditions difficiles. Une famille qui se réveille à 4 heures du matin pour faire la queue, pour avoir 1 kilo, etc. Donc c'est pas quelque chose qui va changer fondamentalement la vie des populations ou qui montre une politique de changement de vie des populations. C'est ça notre problème. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut une politique plus énergique. L'autre jour, le ministre de l'économie nous a égrené une liste de projets agricoles, plus de 6 projets agricoles, des financements extérieurs. Mais on ne voit pas leur impact sur le terrain. Ça, c'est un problème. Et c'est pourquoi on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une mauvaise gestion? Parce qu'on ne voit pas l'impact de ces projets-là. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître que la vie des populations, dans leur majorité, est difficile au quotidien. Et que votre politique, même si elle est bien affichée, même si elle est bien dite, mais son résultat, on ne le voit pas. À vous de savoir pourquoi. Et je crois que le président de la République a même eu parfois l'humilité de reconnaître qu'il y a des problèmes de lenteur et de problèmes de mise en œuvre des politiques, notamment au niveau, par exemple, des infrastructures. Ce qui se passe au niveau de la route de l'espoir est catastrophique. Ça n'avance pas. Au niveau de la route entre Rosso et Bogué, il y a des problèmes. Donc, la mise en œuvre pose problème. Vous avez parlé de la croissance, d'accord. Mais il faut aussi parler de la répartition de la croissance. La croissance, l'économie peut augmenter, les chiffres peuvent augmenter, mais comment c'est distribué? Et je raconte l'anecdote souvent de ce chauffeur sénégalais dans le taxi. On lui parle de croissance à double chiffre, mais il leur dit que la croissance, on ne la met pas dans la marmite. Donc il y a ce problème qui se pose. Aujourd'hui, vous avez un peuple qui vous attend. Vous avez une occasion pour amorcer et afficher une politique réelle de transformation de la vie quotidienne des populations. Faites-le. Et sortez du système. Il y a un système de gabégie dans ces pays-là. Il y a un système de tribalisme dans ces pays-là. Il y a un système de corruption dans ces pays-là. Sortez de ces systèmes et montrez que vous êtes des patriotes qui veulent construire un pays nouveau, un État nouveau. Et c'est ça qui va amener les populations à croire en ce que vous dites. Et vous aider même à transformer vos programmes en réalité.
Monsieur le conseiller, le chargé de mission, je crois avoir retenu l'aspect volet infrastructure routière, vous allez l'évoquer, traduire les mots en action, l'impact des opérations qui sont mises sur les populations, et notamment dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. Bien, je remercie l'honorable député. Comme il dit, il y a eu des avancées et il y a des choses qui vont dans le bon sens. C'est déjà un bon début. Je pense qu'en faisant allusion à la lenteur, notamment en faisant référence à la réunion qui a été présidée par le président de la République, c'est principalement au niveau des infrastructures. Sur le plan des infrastructures, des projets importants ont été faits. Il y a des lenteurs sur certains projets. Vous avez évoqué la route Boutilimit-Alek, qui a fait l'objet de mesures importantes de la part du ministre de l'Équipement, sur instruction bien sûr du président et à la suite de cette réunion. Et ces mesures permettront de résoudre les problèmes qui étaient soulevés aussi bien par l'administration que par les entreprises. Et je pense que vous allez voir que très rapidement, les choses vont avancer correctement. Ce qui n'empêche pas, un ou deux projets ne peuvent pas empêcher d'ouvrir les yeux sur tout ce qui a été fait. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des retards sur ces aspects-là que d'autres projets ne sont pas. La preuve, de nouveaux projets de route sont lancés. En novembre dernier, on a été à Delbagro. On a lancé le tronçon à Delbagro-Amourj. Les projets sur la route Tikjikja jusqu'à Rabou, les tronçons, les lots qui sont complémentaires vont être lancés. Il y a eu quelques difficultés sur la passation de marché qui sont résolues et le lancement aura lieu. Mais qui est prioritaire? Quelle est la priorité? Ce qu'il faut comprendre dans le domaine des infrastructures, notamment des routes, c'est que les réseaux actuels sont assez dégradés. Beaucoup de tronçons sont dégradés. Et comme vous a dit le Premier ministre avant-hier, ils ne nécessitent plus un entretien, voire une réhabilitation. Certains tronçons nécessitent une reconstruction complète. Oui. Ce qui fait qu'on est en train de revenir sur des tronçons qui ont été construits, donc financés, donc réalisés, pour les réhabiliter, parce que si vous ne réhabilitez pas le tronçon, vous avez évoqué Boguerosso, qui non seulement est sur la vallée, donc permet la circulation des biens, notamment des productions agricoles dans la vallée, vous aurez du mal à continuer jusqu'à Keidi et ainsi de suite. Même si vous avez le tronçon, par exemple, Silibabi, Keidi qui est excellent, avant d'arriver à ce tronçon, vous passez par des étapes qui sont assez difficiles. Maintenant, il y a un gros travail à faire au niveau des infrastructures. Il est programmé. Vous avez vu que l'État a créé l'établissement d'entretien routier qui avait été fusionné avec la TTM et qui a été maintenant recréé parce que le besoin d'entretien est considérable. Et c'est celui-là qui préserve le patrimoine qu'on est en train d'investir dans les routes. Parce que si on construit et qu'on n'entretient pas correctement et qu'on ne fait pas les travaux à temps surtout, on finira par reconstruire, donc à réinvestir sur les mêmes secteurs, sur les mêmes tronçons. Donc au niveau des infrastructures, il y a des problèmes. Mais vous avez vu que l'État a organisé les états généraux du bâtiment et des travaux publics le 20 septembre sous la présidence effective du président de la République. Les problèmes ont été discutés, l'ensemble des problèmes ont été soulevés et les solutions ont été proposées. Les recommandations ont fait l'objet d'un comité interministériel qui a préparé une feuille de route et qui est en train d'être mise en œuvre. Il faut comprendre aussi que nous avons un secteur privé, notamment dans le domaine des bâtiments, qui demande une remise à niveau, qui doit hisser son niveau vers plus de professionnalisme, plus de rigueur dans son travail, pour permettre d'accompagner le travail qui est fait par le gouvernement. Parce que, Mme Lemine vous a dit tout à l'heure, le problème, 33% c'est des infrastructures. Si vous n'avez pas donc cette réalisation qui suit à la vitesse qu'il faut, mais surtout avec la qualité qu'il faut, vous n'arrivez pas à avancer dans ce que vous faites, parce que ce n'est pas le gouvernement qui réalise. Le gouvernement contracte avec des entreprises qui réalisent. Il faut que ces entreprises soient au niveau, qu'elles le fassent correctement, qu'elles le fassent dans les délais surtout, pour que les populations puissent...
Il faut bien Vous laisser avez les l'occasion de parler Mais avec l'occasion c'est de fait ces sur la base d'un appel Ouais, d'offres, attendez. soit national ou international selon les niveaux. Et donc il y a une concurrence vous demandez la transparence, ça ne peut se faire que suivant ces modes-là. Je vais juste, effectivement, avant de développer sur d'autres secteurs, compléter sur la remarque de M. le député. Effectivement, les retards sur certains projets sont là. Mais le président de la République et le gouvernement ont été les premiers à s'en rendre compte, à les dénoncer, à commencer à tirer la sonnette d'alarme et à traiter les problèmes. Comment Eh bien, parmi les choses qui ont été identifiées, les deux principales raisons de retard, en particulier sur les projets d'infrastructure, ce sont notre système de passation de marché, qui était parmi les plus rigides. Le gouvernement a commencé la réforme de ce système de passation de marché. La loi a été promulguée tout juste le 29 décembre dernier. Ces textes d'application sont en cours de préparation pour nous doter d'un système de passation de marché plus souple, plus fluide, qui permette d'accompagner le gouvernement à la vitesse qu'il souhaite de la mise en œuvre de ces programmes et de ces projets. Le deuxième constat, qui est à l'origine de ces retards en partie, en tout cas le plus important, c'est ce que Brahim vient de soulever, c'est les capacités techniques et professionnelles de notre secteur du BTP. Malheureusement, vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le secteur du BTP, mais c'est le secteur que nous avons, et c'est le secteur national. Et le gouvernement préfère laisser la valeur ajoutée créée, les marges créées à l'intérieur du pays, plutôt que, à chaque fois que cela est possible naturellement, plutôt que de les donner à des entreprises extérieures qui vont exporter la marge à l'extérieur. Donc il y a là un dilemme pour mettre ce système, ce secteur, et le gouvernement considère le secteur privé comme un partenaire privilégié et comme un moteur de la croissance, parce que c'est le privé qui crée la richesse et qui le fait. Eh bien, notre secteur privé, et en particulier le secteur du BTP, il faut les accompagner pour les renforcer, pour, techniquement, professionnellement, et cela, encore une fois, demande du temps. Et c'est surtout quelque chose qui n'est pas né d'hier, c'est l'accumulation de décennies de problèmes et de non-résolution de ce programme et de son report à chaque fois. Aujourd'hui, ce problème est pris par les cornes. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Il a organisé les journées du BTP, les états généraux. Il a réformé la code de passation de marché. Beaucoup d'autres mesures sont en cours de mise en œuvre et d'accompagnement pour justement accompagner l'accélération de la mise en œuvre. Vous avez vu, les ministres sont pratiquement tout le temps sur le terrain pour suivre l'avancement de leurs projets. Le président de la République, le Premier ministre suivent en personne l'avancement des projets. C'est vous dire que le gouvernement, les autorités publiques jusqu'au sommet sont entièrement mobilisés sur cette question de vitesse, d'accélération de la mise en œuvre des programmes de développement. Mais vous savez, en matière de développement, il n'y a pas de baguette magique. Les choses, on ne dit pas accélérer, ça accélère. Non, il y a des lourdeurs qu'il faut vaincre, il y a des inerties qu'il faut vaincre, il y a des mises à niveau qu'il faut faire, il y a des investissements qu'il faut mobiliser, il y a de la formation professionnelle. Vous connaissez la situation de notre système de formation technique et professionnelle qu'il faut accompagner, qu'il faut mettre à niveau, parce que pour réaliser les projets, il faut de la main-d'œuvre parfois très technique, très spécialisée, que nous n'avons parfois tout simplement pas. Donc cela demande du temps, demande du sérieux, demande de l'implication. Le gouvernement s'y fait et les diagnostics, les bons diagnostics ont été faits. Le Premier ministre en a parlé jeudi dernier. La mise en œuvre est en cours de route et les conséquences se feront sentir. Pour revenir un peu au monde rural tout à l'heure, je n'ai pas souligné le discours du président de la République en mars dernier à Tembetra sur l'importance en particulier des sous-secteurs de l'élevage, notamment dans la création de valeur ajoutée, dans l'intégration du système à l'économie nationale, dans l'amélioration de sa productivité et dans la participation à la sécurité alimentaire. Je n'ai pas cité la table ronde du développement de Houd Sharqi, le 27 novembre dernier à Nima, ouverte par Monsieur le Premier ministre. Là aussi, c'est vous dire l'importance, tout cela, ça va dans le sens d'un intérêt toujours plus grand du gouvernement au monde rural, à l'amélioration de la production et de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des questions de productivité qu'il faut s'intéresser. Nous produisons, mais nous ne produisons pas suffisamment bien pour être compétitif. Et vous connaissez, vous savez que le monde d'aujourd'hui, tout le monde est en compétition. Nous sommes en compétition avec nos voisins, avec même les gens très loin de nous. Et nous devons produire plus, mais surtout mieux. Cela demande
de la mise à niveau, demande de la patience, demande de l'investissement, demande de la formation encore une fois et demande une attention de tous les jours du gouvernement. C'est ce que le gouvernement fait. Encore Monsieur une fois, le conseiller, les ministres sont sur le terrain toutes les semaines, tous les week-ends. Monsieur le conseiller, il y a une question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour juguler la hausse des prix qui greffe le budget des citoyens? Très bien. En matière de hausse des prix, la hausse des prix, vous savez, aujourd'hui est un problème mondial et qui frappe tous les pays de façon peut-être inégale. Mais pour ce qui nous concerne, le gouvernement a travaillé sur 2 fronts. Premièrement, il a travaillé à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, les plus vulnérables, mais aussi de la classe moyenne. Et ça, c'est une nouveauté. La première fois, les actions du gouvernement visent un spectre élargi. Comment? Nous venons de citer les distributions gratuites de cash, les distributions gratuites de vivres, la prise en charge des soins médicaux, la prise en charge de l'assurance maladie universelle. Tout cela, la distribution des crédits améliorera. Tout cela, par effet d'éviction, libère du pouvoir d'achat pour les besoins quotidiens. Ça, c'est pour ce qui est en matière. Il y a eu la création d'emplois, notamment l'augmentation des salaires sur la loi de finances 2022 pour les personnels de la santé et de l'éducation, l'augmentation des pensions de retraite. Tout cela sont des mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et surtout pas d'une population, d'une frange la plus étroite, non, d'une frange de plus en plus large. Si vous prenez toutes les franges de la population qui ont bénéficié des actions du gouvernement depuis 2 ans, vous atteindrez probablement les 2/3 de la population, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'aspect appui au pouvoir d'achat. En plus de cela, le gouvernement a pris des actions visant à maîtriser et à stabiliser les prix. Comment? Eh bien, il a pour la première fois activé les mécanismes réglementaires qui permettent d'administrer les prix des denrées de base, de première nécessité, dont les prix sont aujourd'hui administrés et ne peuvent pas être augmentés de façon arbitraire par les commerçants. Et cela, encore une fois, le gouvernement, bien qu'il en ait les moyens réglementaires, ne l'a pas fait de façon unilatérale, mais par la concertation. Parce qu'encore une fois, le gouvernement considère le secteur privé, en particulier les commerçants, comme des partenaires privilégiés, responsables dans la construction de ce pays. Il y a eu des rounds interminables de discussions et de négociations avec les commerçants pour arriver à des prix tenant compte de tous les paramètres qui permettent au gouvernement d'avoir leur marge légitime, mais de façon à mesurer. Ça, c'est un côté. Deuxième côté, le gouvernement a réactivé le comité de surveillance des marchés. Il a renforcé les moyens de la direction d'appui à la concurrence et à la lutte contre les fraudes. Le gouvernement a créé la centrale d'achat et d'approvisionnement des marchés toute récente qui a déjà commencé ces mesures et dont les objectifs essentiels sont 2. La régulation des marchés et l'approvisionnement des programmes sociaux du gouvernement qui ne seront plus achetés localement auprès des commerçants et donc en subissant des marges inconsidérées. La CAM s'approvisionne directement au marché et ses premières commandes arrivent après-demain, le 2, au port de Nouakchott. Elle va constituer donc des stocks stratégiques de régulation du marché qui permettront à l'État de devenir acteur et de pouvoir agir sur le marché pour éviter qu'il y ait de la spéculation et des augmentations inconsidérées des prix des denrées de première nécessité. Encore une fois, l'action du gouvernement reste limitée pour le moment aux denrées de première nécessité. Mais le gouvernement se réserve les moyens de devenir acteur et d'agir sur tous les domaines à chaque fois que cela est nécessaire. Et il s'en donne les moyens financiers. La CAM, c'est plusieurs dizaines de milliards. Ce programme actuellement en cours, plus de 100 000 tonnes d'appui d'achat et d'approvisionnement. C'est centrale d'achat et d'approvisionnement des marchés. Elle a 2 missions. Oui. L'approvisionnement des programmes sociaux du gouvernement, c'est-à-dire les boutiques témoins, c'est-à-dire le programme d'appui au cheptel. Elle vient d'acheter le blé pour le programme d'appui au cheptel en cours de préparation. Tout ça, c'est elle. Elle achètera les intrants dont vous avez parlé tout à l'heure, les engrais, et que l'État a toujours pris en charge dans une grande proportion subventionnée par l'État. C'est une autre facette de l'aide de l'État aux paysans, en particulier aux producteurs. Même les producteurs privés qui ne sont pas paysans profitent de cet appui. Donc cette centrale, c'est le nouveau bras opérationnel de l'État en matière de stabilisation des prix. Elle vient juste de commencer. Ses effets vont
se faire sentir très rapidement. Les premières commandes arrivent après-demain sur le port. Oui, mais comment ça va Après-demain, c'est pas très loin, donc en attendant. Et comment ça va être c'est déjà quelque chose. Après-demain, c'est dans 48 heures. Mais reste la Si gestion. les députés sont. Oui, je pense que l'ensemble des mesures que vient de dire le conseiller, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'impact sur les populations. Les mesures sont très variées et recouvrent tout. Nous avons le problème des emplois, parce que dans le rapport du Premier ministre, il nous dit qu'il y a eu 24 600 emplois permanents et 57 216 emplois non permanents. Que le secteur privé aussi a participé aussi à la formation de l'emploi. Donc ça, c'est des choses concrètes qui impactent sur la vie des citoyens. Il y a eu un certain nombre d'hectares qui ont été mis en valeur. Ces hectares sont mis en valeur pour les populations qui sont là-bas. Donc ça, c'est des impacts très sérieux sur les populations. On ne peut pas dire que l'ensemble des problèmes sont résolus. Ça ne peut pas, c'est ça n'existe pas. Même dans les pays les plus développés, l'ensemble des problèmes ne sont pas résolus. Mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts et en très peu de temps pour régler un certain nombre de problèmes des populations. Donc, il y a au moins une base économique qui est en train d'être mise en place pour pouvoir faire décoller notre économie et pour pouvoir aussi que les populations elles-mêmes puissent eux-mêmes se satisfaire de leur travail et de leur activité. Donc ça, c'est quelque chose de très concret à mon avis. Donc, je reviens toujours sur le problème de la gabegie. La gabegie est un problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, et l'acteur essentiel, mais c'est le problème de la population, de sa mentalité et des partis politiques pour aussi la sensibilisation qu'ils font des citoyens et le citoyen lui-même, qu'il s'érige en acteur contre la gabegie. Donc c'est un ensemble d'actions qui peut maintenant changer la structure sociale de la Mauritanie sur ce plan-là et régler le problème de la gabegie. Monsieur le député, je crois que vous avez entendu la réponse du Joseph, vous avez entendu. C'est déjà un espoir parce qu'après-demain, ce n'est pas très loin. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que déjà la mise en place de cette CAM a mis du temps. On l'a attendu depuis très longtemps pour être un peu l'héritière de la défunte Sonimex et ça a pris du temps. Et deuxièmement, il reste le problème de la gestion. Il ne suffit pas d'acheter, on ne sait pas comment, et de stocker, mais il faut aussi faire une gestion. Il faut que ces produits atteignent les populations cibles réellement. Donc, c'est des points d'interrogation encore qui sont posés. Et n'oubliez pas que vous avez un programme. Vous êtes déjà à presque plus de 2 ans de votre mandat. Et donc, bientôt, c'est la fin. Donc, vous avez besoin d'accélérer, bien sûr, en restant sur des bases scientifiques et en restant sur des méthodes objectives. Ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler, mais il faut quand même être à la hauteur des attentes des populations dans une certaine mesure. Et donc, par conséquent, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Vous avez parlé de l'emploi. L'emploi, c'est un problème. Jusqu'à présent, il y a véritablement une demande sociale pour l'emploi au niveau de la jeunesse. La jeunesse chôme. Elle ne sait pas où aller. Les secteurs qui doivent résorber le chômage ne sont pas au niveau. Ça, c'est un. Deuxièmement, même ceux qui travaillaient et qui sont mis au chômage posent problème aujourd'hui. L'autre jour, on a donné l'exemple des travailleurs de NR qui est morte. Aujourd'hui, on a plus de 100 travailleurs qui sont là. Ils réclament leurs besoins, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a d'autres qui ont été, n'est-ce pas, aussi licenciés dans d'autres secteurs, par exemple, extérieurs, qui sont là. Donc, véritablement, nous attendons plus. Et nous voulons surtout que la lutte contre la mauvaise gestion, que les populations voient réellement ce que vous êtes en train de faire, qu'elles soient satisfaites. Et nous voulons réellement qu'il y ait une sorte de transparence et qu'il y ait une sorte de rassurance et qu'il y ait une sorte de conviction que les gens soient convaincus que ce que vous êtes en train de faire vient dans la marmite, vient dans le logement, vient dans la santé, vient dans le transport. C'est ça que les gens attendent. Pour que les bienfaits de ce que vous faites soient le plus partagés possible et que ça ne soit pas réduit à une petite partie de la population. C'est ça qui est intéressant. Donc je pense que le problème, il est là. Le problème, il est là au fait qu'il faut véritablement systématiser cette politique de réforme. Jusqu'à présent, elle est lente, elle est très partielle.
Et il faut faire en sorte qu'elles répondent, qu'elles soient à la hauteur des attentes des populations. Par exemple, vous avez dit le problème de la sécheresse. Cette année, c'est une année très difficile. Mais on ne sait pas jusqu'à présent comment vous allez l'envisager. J'ai vu, par exemple, dans le programme des entrepôts à Kifa, 30 millions de tonnes. Mais ces 30 millions de tonnes vont venir d'où? Et comment ça va être fait? Et dans quel délai ça va être fait? Et donc, il y a des problèmes qui sont là. Donc, vous posez des objectifs, mais les gens ne savent pas comment ça va être fait et après, ils ne voient pas le résultat. Par exemple, Ta'azur fait beaucoup de choses. L'année seulement 2021, on parle de milliards, de 40 milliards de Guya, mais les populations ne voient pas toujours l'impact de cela, parce que c'est peut-être dispersé. Mais nous avons besoin aujourd'hui de ce gouvernement qui est la source d'un certain espoir, qu'il soit plus proche des besoins des populations, qu'il réponde concrètement et quotidiennement aux besoins de la population. Et que ça ne soit plus seulement quelque chose qui est théorique, qu'on dit à la radio, à la presse. Par exemple, les gens posent un problème. Le budget a augmenté. Mais il va où? Est-ce que cette augmentation du budget va se traduire dans le changement, dans une année, de la vie des populations dans les villes, dans la campagne? C'est ça un problème qui se pose. Donc, moi, mon problème, c'est que votre gouvernement, jusqu'à présent, sa politique, quel que soit son caractère juste ou attrayant, l'impact sur le quotidien des populations, on ne le voit pas globalement. Et ça, il faut savoir pourquoi. Voilà. Il nous reste, nous sommes presque à la fin de l'émission, une quinzaine de minutes environ. Je vais poser une question. C'est-à-dire, je me rappelle que j'ai noté ici que le Premier ministre a indiqué dans son discours que le véritable développement repose sur une économie forte, créatrice d'opportunités d'emploi qui pourvoit tous les besoins des citoyens et garantit l'indépendance du pays dans tous les domaines. Il a ajouté également que l'économie nationale doit s'appuyer sur la richesse et les secteurs productifs. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place, surtout notamment pour l'agriculture et la pêche et l'élevage? Chacun de vous aura à peu près 3 minutes. Vous allez répondre, mais le temps est limité. La fin de l'intervention de l'honorable député. Moi, je pense que les programmes sociaux du gouvernement ont atteint des niveaux que n'a jamais connu notre pays. Réellement. L'action de Ta'azur, l'action du CSA, l'action du ministère, l'action du MASEF, le ministère de l'action sociale, ils ont atteint un niveau que notre pays n'a jamais connu. Et si vous dites que les populations n'ont pas bénéficié de ça ou n'ont pas vu cet impact, c'est que vous ne les avez pas rencontrés, ces populations. Parce que ça a touché l'ensemble du pays. Toutes les régions de la Mauritanie ont bénéficié de ces appuis. Ils ont été explicités en termes de cash transfert, de distribution de produits. Donc je m'étonne que, bien entendu, l'État ne peut pas distribuer des vivres à la hauteur des besoins de toute la population. Pour sortir véritablement de la pauvreté, il faut que les gens soient instruits, formés, éduqués, qu'ils travaillent dans un secteur ou bien de l'État ou dans le secteur marchand, et qu'ils aient des revenus stables. C'est comme ça qu'on sort de la pauvreté. Ce n'est pas en attendant des distributions de l'État. L'État vient faire des mesures d'urgence, des programmes d'urgence pour parer à des situations graves comme la pandémie, les sécheresses et les situations d'inondation. Et là, on ne peut pas dire que l'État était absent sur ces 3 aspects-là. Maintenant, sur l'emploi, effectivement, le chômage est assez répandu dans tous les pays voisins, c'est la même chose. Au niveau de la fonction publique, cette année, il y a eu 6 927 recrutés par concours qui ont accédé à la fonction publique. C'est un chiffre record pour l'histoire de notre pays, ça n'est jamais arrivé. Vous pouvez le vérifier au niveau de la fonction publique. Il vous a cité tout à l'heure les chiffres qui ont été donnés pour l'emploi dans le secteur privé également, où les partenaires privés ont participé pour 6 000 emplois. Ça ne suffit pas, mais vous voyez qu'au niveau du secteur privé toujours, au niveau de l'orpaillage, l'exploitation traditionnelle de l'or, elle emploie aujourd'hui 15 000 personnes. C'est une activité qui était inconnue chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme dans notre pays qui peut être exploité et qui va l'être
grâce aux orientations qui vont être données par le gouvernement. Mais le gouvernement organise, crée les conditions, et c'est après aux acteurs de s'inscrire dans cette perspective pour pouvoir bénéficier de ce qui a été fait et pouvoir en tirer un profit quelconque. Ça peut être un travail, ça peut être un revenu immédiat, ça peut être... Voilà, donc il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, comme a dit l'honorable député, il y a des choses aussi qui ne dépendent pas que du gouvernement. Quand on a créé les conditions pour une activité, on ne peut pas venir obliger les gens à le faire. Par contre, on les incite en leur indiquant, en leur montrant, en les formant peut-être à cette activité-là. Et c'est un aspect sur lequel le gouvernement aussi, au niveau de la formation professionnelle, fait un effort important. Et le ministère de l'Emploi a des programmes qui sont aussi très importants, le Mihneti et autres programmes qu'il gère au quotidien. C'est des populations qui bénéficient soit de microcrédits, soit de formation, soit de distribution de matériel pour faire leur activité. Tout cela, c'est pour amener les gens au travail, parce que seul le travail permet de sortir de la pauvreté. On va demander au conseiller, excusez-moi, monsieur le Merci, de manière... Yodali, mais juste avant cela, je vais compléter sur les prix. J'ai oublié tout à l'heure 2 mesures prises par le gouvernement en rapport avec les finances publiques que monsieur le député a soulevé tout à l'heure. Parmi ces mesures aussi, il y a les efforts du gouvernement en matière de finances publiques et en particulier en matière d'amélioration du solde de la Banque centrale en devises étrangères qui a permis une appréciation, et c'est assez rare pour être souligné, de l'ouguier par rapport au dollar et à l'euro. Et cela a eu un impact sur le niveau des prix parce que tout ce que nous consommons est importé en euros ou en dollars. Là aussi, c'est l'un des mesures qui ont permis de contribuer à amortir. Cela n'a pas fait baisser les prix, mais ça a sûrement amorti l'augmentation des prix. Vous avez posé la question, monsieur le député, sur l'année cette sécheresse tout à l'heure. Je vais vous dire, le gouvernement n'a pas attendu dès le mois de septembre et dès que le constat a été fait dans le déficit pluviométrique, le gouvernement a commencé à préparer un plan d'assistance au cheptel pour 2022. Ce plan est aujourd'hui prêt pour mise en œuvre. Et les stocks seront dans les régions avant la fin février. Je ne pense pas divulguer un secret en vous le disant. Et c'est suffisamment important, 90 000 tonnes d'aliments de bétail seront distribués. D'ailleurs, les régions du Nord... Comment ça va être distribué? Pardon, j'y viendrai. Les régions du Nord, qui ont le plus souffert de la sécheresse cette année, ce programme est déjà en cours d'exécution dans ces régions depuis juin dernier. Il ne s'est pas arrêté depuis juin. Et il commencera maintenant dans les régions centrales du pays et il sera élargi progressivement au fur et à mesure du recul du couvert végétal. Chaque région qui en aura besoin. Et il va être, vous avez parlé de stocks prépositionnés. Effectivement, il y aura des stocks prépositionnés dans les régions, en particulier dans votre ville, à Kifa. 30 000 tonnes, pas 30 millions de tonnes. 30 000 tonnes. Voilà, 30 000 tonnes peut-être. Pour ce qui est de l'emploi, Brahim a parlé de l'emploi dans la fonction publique, mais ça c'est toujours négligeable. En réalité, le vrai emploi, il est créé par le secteur public. On l'a dit tout à l'heure, et le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour soutenir le secteur public. Notre programme de relance, le PROPEP, a fait délibérément le choix de confier la majorité des projets à des entreprises nationales, malgré les risques de retard. Et le gouvernement le savait, en était conscient, mais parce que c'était la solution, le prix, c'était la création d'emplois locaux. Et ça, c'était l'une des priorités de notre plan de relance. Donc, la création d'emplois a commencé grâce à ce plan de relance massif qui a injecté beaucoup d'argent au niveau des sociétés de prix. Le programme de formalisation de l'économie qui crée beaucoup d'emplois et surtout d'auto-emploi. Vous avez parlé de l'amélioration des finances publiques et vous avez posé la question de l'emploi de ces nouvelles ressources. Eh bien, l'emploi de ces nouvelles ressources, ça va d'abord à la protection sociale, priorité numéro 1 du gouvernement. Ta'azur, quelqu'un l'a cité, cette année, c'est 60 milliards d'ouïes. Le programme d'emploi annoncé récemment par le président de la République, c'est 34 milliards d'ouïes pour la création d'emplois justement au profit des jeunes, pour des indemnités pour la première fois dans le pays, des indemnités pour les jeunes en attente d'emploi. Cela est assez coûteux et c'est à cela d'abord en priorité que vont, en plus naturellement, de l'équipement du pays, des infrastructures lourdes. Vous avez parlé des routes. Au cours des 2 dernières années, c'est 500 km de routes qui ont été faites. On peut parler des multiples barrages qui ont été faits ces 2 dernières années, des dizaines de barrages, de grands barrages. Je ne parle pas des petits diguettes. Partout dans le pays, depuis Besseknou,
au Had Sharqi, au Gudimaga, au Brakna, à Nassaba, par exemple, par loin de chez vous. Toutes les régions du pays ont connu de nouveaux barrages. Même les Chiri, l'Adrar et les Terzamour. Des barrages ont été construits dans ces régions. Donc, les finances publiques se sont améliorées. C'est d'abord orienté à la protection sociale, à la création d'emplois, à l'équipement du pays en termes d'infrastructures lourdes qui coûtent de l'argent, mais aussi à la mise à niveau de l'appareil, de l'accompagnement et du secteur privé national. L'État ne se contente pas de cela, fait appel à de nouveaux financements. Vous avez parlé tout à l'heure de la mobilisation des ressources avec cette année. Malgré les difficultés et la raréfaction de l'accès aux ressources extérieures, le gouvernement a mobilisé cette année 13 milliards MRU en convention de financement, en majorité à 80% de dons. C'est des dons. Et le reste en taux très concessionnel. En plus, on peut citer les 317 millions de dollars pour l'alimentation de Kifa en eau potable. On peut citer les 118 millions de dollars mobilisés récemment pour le développement de Had Sharqi lors de la table ronde de Néma. Donc, et en plus de cela, de nouveaux modes de financement tels que le partenariat public-privé que le gouvernement est en train de développer. Les nouveaux projets de partenariat public-privé vont être lancés bientôt qui permettront à l'État de s'équiper, de financer des infrastructures je crois sans que nous sommes faire en train de appel déborder aux sur le ressources temps publiques. qui nous est imparti, qui touche à ça. Merci beaucoup. Monsieur le Moi, je député. ne serai pas très long. Oui, parce que nous avons prévu l'émission Oui, pour une heure de d'accord. temps, mais nous avons débordé parce Ah bon. que c'était intéressant à mon avis. D'abord, je reviens Faut conclure. je reviens sur l'impact. L'impact, elle est visible quand elle est massive. Mais l'impact, pour trouver l'impact, il faut des enquêtes. Je me demande si M. le député a fait les enquêtes pour nous dire qu'il n'y a pas eu d'impact. Donc là, il faudra être en mesure de prouver qu'il n'y a pas eu d'impact. En deuxième lieu, sur le problème des finances publiques. Les finances publiques, M. le conseiller vous a répondu sur l'ensemble et vous avez aussi eu la réponse du ministre des Finances dans la commission des finances. L'ensemble, même dans le document, on vous montre l'ensemble des nouveaux financements et à quoi ils sont destinés. Il y a eu une certaine amélioration. Vous savez aussi que dans le rapport du Premier ministre, il y a eu 40 millions, 23 milliards de dollars dans le disponible disponible au niveau du compte du Trésor. Il y a aussi le compte unique du Trésor qui permet la transparence, parce que c'est un compte unique où vous pouvez avoir toute la disponibilité de la Mauritanie sur ce compte-là. Donc c'est des efforts de transparence qui ont été faits sur les finances publiques et qui se sont améliorés entre-temps. Et vous avez aussi la réserve de change de la Banque centrale qui est de 2,3 milliards de dollars, donc qui s'est aussi totalement améliorée. Donc c'est des impacts positifs sur l'économie nationale qui sont là. Et les incitations qui se font actuellement, le secteur privé, c'est lui qui doit tenir l'économie. Les incitations et les financements sont disponibles pour ça et ont été faites. Le ministre de l'économie nous en a parlé récemment. Donc, c'est des choses très concrètes et très disponibles que vous pouvez vérifier dans tous les documents de l'administration. L'honorable député, vous avez tout de suite parlé de vos nouvelles. Merci de m'avoir rappelé que c'est 30 30 000, c'est bien 30 000 tonnes. C'était un lapsus. Mais, monsieur, je vous dis que tout ça, c'est encore des projets. Nous voulons du concret. La table ronde, même les gens de Néma, jusqu'à présent, attendent du concret. Monsieur, moi, tous les jours, je suis en contact avec les populations. Et les populations qui posent les problèmes de misère quotidienne, les populations qui posent les problèmes de chômage, les populations qui posent des problèmes d'injustice, les populations qui posent les problèmes de manque d'appui de la population. Donc, je suis bien informé. Et ce que je dis, c'est que je suis la voix de ceux qui me contactent tous les jours. Monsieur, ce qui est prévu à Kifa aussi pour l'eau, c'est bien, mais c'est un projet jusqu'à présent. Monsieur, le travail, c'est ça qui compte. C'est pourquoi j'ai dit que ce que vous faites pour le moment au niveau de Ta'azur et le cash, etc., c'est bien, mais c'est de l'urgence. Ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la vie des populations. La vie va changer comme partout dans le monde avec de grands projets, avec des entreprises qui vont valoriser les ressources. C'est ce que vous ne faites pas. L'agriculture, vous ne la valorisez pas. La pêche, vous ne la valorisez pas. La formation, où est-ce qu'elle est professionnelle? Où est-ce qu'elle est? La gestion des finances publiques, oui, ça s'améliore. Mais il faut qu'on voit sa traduction ou son introduction dans un secteur économique qui va permettre de faire avancer les choses. C'est ce qu'on ne voit pas. Jusqu'à présent, il y a des projets, c'est bien, mais nous voulons du concret, c'est ce qu'on ne voit pas. Et nous voulons que ce pays change, c'est ce qui est attendu de vous. Vous avez fait des pas, nous les avons reconnus, mais le pays a beaucoup de ressources,
le pays a souffert de la mauvaise gestion. Vous êtes arrivé en 2019, on attend plus de vous. On attend de vous un décollage. L'occasion pour vous de donner, je donne à chacun d'entre vous 1 minute. Excusez-moi, le temps ici est trop précieux parce qu'il est cadré en fonction du journal. Je vais rassurer l'honorable député pour lui dire qu'effectivement... Rassurer aussi les populations britanniques. Non, bien entendu, à travers le représentant du peuple, derrière, il y a le peuple qui écoute. Les programmes qui vont être mis en œuvre, ceux qui l'ont été déjà en 2021, ceux qui vont l'être dans les années à venir, permettront de passer un cap qualitatif que tout le monde pourra noter. Ce n'est pas par le fait du hasard, c'est par le travail des hommes. Je vous ai dit, c'est le travail qui permet de sortir de la pauvreté. L'objectif du gouvernement, c'est de mettre les gens au travail. D'abord, ceux qui sont dans des emplois actuels, de tirer le maximum de ces gens-là et de mettre les autres au travail. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas l'être immédiatement parce qu'ils doivent passer d'abord par de la formation, par de l'éducation, par de l'enseignement. Et c'est pour ça que l'enseignement figure également parmi les priorités du gouvernement. C'est dire qu'on ne peut pas attendre d'un gouvernement au bout de 2 ans de révolutionner un pays. Les choses sont en marche. Le président lui-même a demandé à ce que le rythme soit accéléré parce que l'ambition, c'est de développer le pays et de le faire le plus rapidement possible. Ce n'est pas à cause d'une échéance électorale, c'est parce que c'est l'ambition pour notre pays. Et notre pays ne s'arrête pas à l'échéance qui vient. Monsieur le conseiller, Mohamed Remi. J'aimerais consacrer ma minute à 2 choses, rapidement, si vous le permettez. La première chose, pour parler d'un secteur dont on n'a pas beaucoup parlé, dans lequel beaucoup de choses ont été faites. Monsieur le député vient de nous le rappeler, le secteur des pêches. Le secteur des pêches est un secteur important pour sa participation d'abord aux comptes nationaux, à l'exportation, au PIB et à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Et ça, c'est une nouvelle orientation. Et en la matière, le gouvernement a fait beaucoup de choses depuis 2 ans. D'abord, les capacités de la Société nationale qui distribue le poisson ont été multipliées pratiquement par 4, si je me souviens bien, depuis 2 ans. Et 2 fois déjà dans le cadre du PROPEP et actuellement c'est en train encore d'être amélioré. Le port de Tanit est en train d'être opérationnalisé. Le port de Ndiago qui a été construit pratiquement au milieu de nulle part, le gouvernement est en train de l'opérationnaliser. Une route est en cours de construction pour le relier au réseau national et pour permettre sa mise en exploitation rapide. Monsieur le conseiller, votre minute est terminée. Il y a un journal. Nous avons un journal prévu à 0h. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Sur la Gabégie, je pense que il faut des efforts et de la bonne foi de toutes les parties. C'est vrai, comme on dit, que mais aujourd'hui, il y a une nouvelle orientation en matière de lutte contre la gabegie et contre la corruption. Et cette nouvelle orientation doit être accompagnée par de nouvelles dispositions, une nouvelle mentalité et éviter, attendre de constater au lieu de dire tout cela, où est-ce qu'elle est la bonne gestion. Attendez d'abord qu'il y ait des écarts par rapport à la bonne gestion. C'est tout à fait le rôle de l'opinion publique et des élus du peuple en priorité de le constater et de le dire, mais attendez que cela arrive. En tout cas, il y en aura de moins en moins et le gouvernement s'entoure des moyens juridiques, réglementaires et surtout de volonté pour éviter que cela puisse avoir lieu. Ce sera le mot de la fin. Je suis vraiment désolé. Non, j'ai un mot de la fin. Nous avons un journal à 0h. Non, mais une minute. C'est donc la fin de cette émission. Je remercie M. Khan Brahim, chargé de mission à la primature au Premier ministère. M. Mohamed Hamadi, conseiller des affaires économiques au Premier ministère. M. Omar Abdoulaye Sow, qui est député Union pour la République. Et enfin, M. Khalilou Dede, qui est député Union des forces du progrès. Chers téléspectateurs, j'ai eu le plaisir de recevoir ces invités sur ce plateau et d'animer l'émission. Bonne suite des programmes et à bientôt, Inch'Allah.